Haïti est la première république noire indépendante, une indépendance qui date déjà de 1804. C'est en 1957 que François Duvalier est élu président et peu avant sa mort, il désigne son successeur en la personne de son fils qui devient président à vie le 22 avril 1971. Dès son arrivée au pouvoir, François Duvalier, surnommé Papadoc, s'est assuré du contrôle du pays par la création d'une milice populaire, les fameux tontons macoutes. Recrutés parmi les paysans pauvres et les chômeurs, les tontons macoutes sont devenus les exécuteurs des basses œuvres de la dictature duvaliériste. Spécialisés dans l'élimination des opposants, réels ou supposés, ils ont terrorisé la population. Rebaptisés volontaires de la sécurité nationale, VSN, sous le règne de Jean-Claude Duvalier, leur ardeur a été modérée, mais ils demeurent la force de frappe du régime. Mais s'il y a quelque chose, on peut combattre. Vous êtes toujours prêt? Toujours prêt. De toute façon. Toujours prêt. Et vous êtes armé? Armé, oui, jusqu'au dents. Donc il y a des exercices de tir aussi? Nous avons des armes d'Israël, le Uzi, qu'on appelle Uzi. Nous avons le M14 et le M16. Nous avons des armes. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus des unités avec des machettes, là, non? Oh oui, certainement. Nous avons beaucoup. Alors notre devise pour les VSN, ce que vous appelez les tontons macoutes, c'est couper tête, brûler caille. Ça veut dire? Couper les têtes, brûler les cailles, brûler les maisons. C'est nous qui modèle le gouvernement, c'est nous qui pouvons tracer bon exemple. Ok? Alors l'IDIM dit nous que pour nous très disciplinés, que pour très disciplinés. Est-ce que nous comprenons ça, me dit nous? Alors, faites attention, c'est pas le moment pour nous boire alcool. On a l'emboire, on a inclus l'emboire alcool. Au contraire, c'est l'heure pour mettre vigilant, pour voir tout ça qui a passé. Pour voir dans la rue, si va jeter bombe, va jeter trac. C'est très important. Et puis pour nous collaborer avec le commandant, sous l'autre commandant, pour nous veiller pour le président. Cette présence des tontons macoutes à travers tout le pays est un frein catastrophique au développement. Petits roitelets tirés du néant, les macoutes exercent trop souvent leur toute-puissance pour s'enrichir grâce à de multiples raquettes et à la délation instaurée en système. Pour le paysan, au fléau social des tontons macoutes s'ajoute un autre fléau, l'érosion. Plus de 90% des forêts d'Haïti ont été coupées et le déboisement continue. Après chaque orage, les rivières débordent et coupent toutes les communications terrestres. Face à cette situation, le gouvernement ne fait rien. Il attend que des consortiums étrangers veuillent bien construire une route et des ponts. Le paysan, abandonné à lui-même, tente de survivre d'une agriculture privée d'investissement, sans infrastructure et sans encadrement technique. Et 80% de la population haïtienne tire ses revenus de la terre. En raison du surpeuplement de l'île, la moitié des paysans doivent se contenter d'une superficie inférieure à un demi-hectare, ce qui est nettement insuffisant pour nourrir une famille. Quels sont les principaux produits que vous pouvez manger tirés de votre terre? Qui sont dans le jardin pour manger? Temps passé, c'est celle ça du jardin. Temps passé, Le cyclone Alain a tout écrasé. Maintenant, on n'a pas pu tirer rien comme nourriture parce que ça va grandir, fleurir, donc on aura de la récolte bientôt. Et alors, vous mangez quoi actuellement? Bon, qui sont mangés maintenant puisqu'on n'a pas rien dans le jardin? C'est question de poser. Les parents qui sont à la campagne, loin dans les mondes, leur apportent parfois quelque chose et ensuite quand ils ont de l'argent, ils vont acheter en ville. Mais là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bananes, il n'y a plus non, pas encore. De noix de coco. Madame Saint-Agneau a eu 10 enfants, 4 sont morts en bas âge. Lavandière, elle a de plus en plus de peine à exercer son métier. La malnutrition lui enlève toute énergie. C'est une seule fois par jour. Elle ne même jouer ni des lèvres par jour. Elle mange une fois par jour.
Et là, ça, tu manges léger comme ça aujourd'hui. Mais tant qu'on ne peut pas mourir, mais ce n'est pas comme la nourriture pour cher. C'est qu'elle tout, c'est simplement pour tromper la faim. Ben, ce n'est pas une nourriture vraiment. Et vous avez faim souvent? Au gangou assez souvent. Oui, il y a des gangou, c'est vrai. C'est vrai. Et de même, je dis à mes petits mounio, je regarde là, ils viennent là, je ne peux pas gagner après, il y a l'école. Les enfants qui sont dans la salle de classe, jusqu'ici, je n'ai rien pour préparer pour eux quand ils seront de retour. Ils vont revenir de l'école et ils n'auront rien à manger. Ils n'ont rien à manger. C'est le cas, parmi bien d'autres, de M. Nissage Cadet, 33 ans, qui, faute d'avoir pu semer normalement, ne parvient pas à nourrir décemment sa femme et ses 2 enfants. Vous n'avez pas suffisamment à manger? Vous avez faim certains jours? Oui, c'est des jours. Si je n'ai des goûts de temps, je fais 25-30 minutes de gangou. Si je n'ai pas fait 7 minutes de gangou, mais même marcher dans le bois à côté de Johnny, petit bout de canne, sous celle, si je me Quand il a quelque chose, soit argent, il consacre pour les tout petits qui ne peuvent pas supporter la souffrance. Lui, il va ailleurs, dans les bois, pour travailler. Puis là, ils peuvent rencontrer des racines, des graines, etc. pour vivre. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Des milliers de sacs de blé qui ont été envoyés après le cyclone Allen par l'aide internationale? Public, ça a tout débauché. Pas de monde. Pas de monde. Mais si c'est monde, ça a depuis là, parce que arrivé juste. Guinodé, pas de monde. Si même tout ça, classe, il y a des gens qui me disent, mais c'est pas vrai. Nous tous, c'est même gens à cible. Je gagne des goudins, moi, je vente plein. Je pas gagne des goudins, ou pour son côté, tant de morts venir ou d'autres, Bon, si on a de l'argent, on peut aller au marché acheter cette nourriture que le gouvernement a envoyée pour la masse. Donc, si on n'a pas les possibilités de trouver 2 gouttes, trouver 3 gouttes pour aller au marché acheter, il faut attendre la mort. Ou bien il faut attendre le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Le secours de Dieu. L'ouvrier agricole est rémunéré à la tonne. Après avoir coupé la canne, il doit encore la charger sur des wagonnets appelés décovilles. Son salaire journalier n'atteint pas le minimum vital. Il fait $3 par jour. Non, pas par jour, non. On a fait 3 jours à couper décoville là. Il réalise $3,20, non pas par jour, mais par décoville. Il peut passer 3 jours à remplir un décoville. Autrement dit, il arrive à une moyenne de $1. Elle par rapport à rien, parce qu'on fait 3 jours, 4 jours, on va couper. L'ASCO, la principale compagnie sucrière d'Haïti, a été créée en 1921 avec des capitaux américains, au moment où les Marines, envoyés par Washington, occupaient l'île. Le maître de la propriété touche et puis il leur distribue l'argent. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent par mois? Bon, sans recevoir comme par ça. jour. Par mois. Par mois? Par mois, on monte. $18 par mois. Comme ces ouvriers agricoles sont payés à la tonne de canne chargée, ils n'ont pas de salaire fixe, d'où cette longue discussion pour tenter d'établir une moyenne. Il faut ajouter que la coupe de la canne s'étale sur 6 mois et que généralement ils sont au chômage le reste de l'année. On comprend ainsi que leurs conditions d'existence sont plutôt misérables. Deux fois par jour, un train de 400 à 500 tonnes de canne à sucre traverse entièrement la ville de Port-au-Prince pour aboutir à la sucrerie.
Comme le chargement passe au milieu des bidonvilles, nombreux sont ceux qui se nourrissent de la canne volée sur le train. Pour la compagnie sucrière, cela fait partie des frais généraux. La plupart des grandes villes du tiers-monde ont leur quartier de misère. Ici, ils sont particulièrement sordides. Le plus horrible, sans doute, s'appelle Brooklyn. Son accès est interdit aux étrangers et le chauffeur de taxi qui aurait l'inconscience d'y conduire un blanc se verrait infliger une peine de 6 mois de prison. Nous avons pu y pénétrer grâce à la complicité d'un père salésien. Ça s'appelle ici Brooklyn. Ça, c'est tout simplement ça, c'est l'humour des gens, ça, c'est une forme de sarcasme. Et il y a 300 000 Haïtiens à Brooklyn, à New York. Haïtiens, qui sont partis d'ici, qui sont allés vivre là ensemble. Et ces gens, quand ils ont été expulsés de Port-au-Prince, quand ils ont été chassés de là, ils ont dit comme ça, en sarcasme, mais on voyage aussi nous autres. C'est pas seulement toujours les mêmes qui peuvent voyager. On va voyager nous autres aussi. On s'en va. Ils sont comme ça. Ils se résignent là-dedans. Et ça c'est Brooklyn. Et l'autre cité là, derrière, on va tout à l'heure, ça c'est Boston. Et ça c'est parce qu'il y a aussi énormément d'Haïtiens qui vivent à Boston, aux États-Unis. Alors ils s'appellent ça, on a déjà voyagé à Brooklyn, maintenant on va à Boston. Et la situation globale ne fait qu'empirer chaque jour en raison de l'arrivée continuelle de nouveaux venus, tout aussi démunis. Quand on voit ces gens sourire, même dans cette misère, comment est-ce qu'on peut expliquer ce sourire? Selon moi, ça c'est parce qu'ils sont analphabètes. Un analphabète, ça c'est pas seulement ni lettré, qui ne sait pas lire ni écrire, ça c'est surtout quelqu'un qui ne sait pas que demain est encore là. Il ne voit que aujourd'hui. Et quand vous arrivez là, vous ressemblez un petit peu à Père Bonnen, leur grand ami, ils sont contents, Père Bonnen est là. Et tout le monde reste et regarde ces blancs qui sont là, ces gens sympathiques. Ils sont contents, mais qu'ils n'ont pas à manger tout à l'heure pour leurs enfants. Demain, qu'ils n'ont rien, ils ne pensent pas, ils ne se réalisent pas cela. Heureusement, même je dis heureusement, peut-être. Ça c'est au fond, pour moi-même, leur courage. Ce n'est pas un vrai courage, c'est pas un vrai courage. Il y a aussi des gens qui disent à nous autres, ça m'arrive souvent quand je retourne en Europe, ils disent, mais laissez ces gens tranquilles, ils sont heureux. Regardez, ils sont comme ils sont contents. Ça, c'est pas vrai. Je voudrais leur dire, ceux qui disent ça, qu'ils sont heureux, allez là-dedans. Vous autres, ils sont tellement heureux. Ils ne sont pas du tout heureux. Quelqu'un qui vit de l'obsession pour pouvoir vivre, pour avoir à manger. Qu'il voit tout le temps ses enfants mourant dans ses bras. Quelle maman peut être heureux? Mais ils gardent courage parce qu'ils ne savent pas que... Mais ils ne sont pas du tout heureux, pas du tout. Ce n'est pas un bonheur, ça, c'est pas vrai. Nous autres, un bonheur, ça, c'est le résultat d'un choix. Un choix de vivre, une manière de vivre. Mais eux, ils n'ont pas à choisir, ils n'ont rien. Ils sont dans la boue, et je vais le terminer ecclésialement, pour les siècles et des siècles. Et ça, c'est le plus dur, qu'ils ne sortiront plus jamais, sauf qu'ils savent s'en aller aux États-Unis. Mais ce sont encore les plus solides qui savent s'en aller. Mais les vrais pauvres qui sont dans la boue, ils n'arriveront jamais à prendre un petit voilier pour aller à Florida ou quelque part.